Donc moi je m'appelle Julien Bourdon, je viens du CRIAN. Donc le CRIAN, je vais vous présenter un peu ce que c'est après, mais CRIAN ça veut dire Centre de ressources informatiques de Haute-Normandie et je suis ingénieur réseau au CRIAN. Donc les points qu'on va aborder aujourd'hui, donc moi je vais présenter le contexte dans lequel je travaille, donc le CRIAN, et qui gère le réseau régional Cyrano. Ensuite, pourquoi IPv6 pour introduire un peu pourquoi il faut passer à l'IPv6, pourquoi on a créé IPv6 et puis des retours d'expérience, parce que nous on utilise IPv6 sur le réseau régional Cyrano et sur le CRIAN qui est un site du réseau régional Cyrano. Et puis après un point sur la formation IPv6 puisqu'on en fait au sein du CRIAN. Donc qu'est-ce que le CRIAN? Donc on est une association qui a été créée début des années 90 et qui est soutenue par le Conseil régional de Haute-Normandie. Et CRIAN, ça veut dire Centre de ressources informatiques de Haute-Normandie. Donc c'est un outil au service des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Donc c'est pour les aider à développer des activités d'enseignement, de recherche ou de développement basées sur les nouvelles technologies liées à l'informatique. Donc on a quatre domaines d'activité, enfin quatre grandes thématiques. Donc on a les réseaux informatiques, donc ça c'est mon domaine. Ensuite, on a le calcul numérique intensif. Donc, on a un supercalculateur qui est utilisé par les chercheurs, donc dans les labos des universités, et même en France dans d'autres universités. Donc, ils font de la simulation numérique. Donc, ça va dans des domaines variés comme la médecine, la chimie, la mécanique des fluides, et puis il y a aussi des applications météorologiques. Ensuite, on a aussi un pôle formation, transfert de technologie. Et puis on aide également pour des projets innovants. Donc on n'en a plus actuellement, mais on a déjà hébergé des sociétés qui démarraient, mais qui portaient des projets innovants. Donc le réseau régional Cyrano, qu'est-ce que c'est? En fait, Cyrano, ça veut dire Système et réseau de Haute-Normandie. Donc c'est une infrastructure multi-usage qui est destinée à satisfaire les besoins d'une large communauté, donc principalement enseignement-recherche, parce que c'était le début. Donc c'est tout ce qui est Internet non marchand sur la région. Donc on a une couverture sur l'ensemble du territoire régional. On est présent dans les grandes villes de la région. Donc après, je vous présenterai un petit schéma pour voir le schéma de notre réseau. Le but, c'est parce qu'on est raccordé à Renater, donc qui est le réseau national pour l'enseignement supérieur et la recherche. Et donc le but, c'est de mettre la continuité, enfin les services Renater, de les apporter en région. Donc on propose un certain nombre de services applicatifs mutualisés pour l'ensemble de nos utilisateurs. Et puis également, on propose un support technique donc pour les sites utilisateurs pour leur aider. On a un peu un rôle de conseil. Donc nos utilisateurs, historiquement, c'était les premiers, c'était tout ce qui est enseignement supérieur recherche. Donc c'est les universités, les grandes écoles, comme les CIGELEC, je pense à l'INSA. Donc tous les labos de recherche qui sont au sein des universités. Ensuite, après, il y a eu tout ce qui est enseignement secondaire. Donc on a sur notre réseau tous les lycées, collèges de Seine-Maritime et de l'Eure, donc qui sont gérés par le rectorat. Et puis plus récemment, donc, on a eu le monde de la santé qui est venu se greffer sur notre réseau. Donc on a les CHU et les CH. Donc on a le CHU de Rouen, l'hôpital du Havre, de Dieppe et puis à Évreux. Donc voilà. Et puis d'autres types d'utilisateurs, c'est les collectivités, certaines associations. Donc la collectivité principale pour nous, puis celle qui nous finance, c'est le Conseil régional de Haute-Normandie, donc l'hôtel de région. Donc voilà, ça c'est le tout dernier réseau. On est en train de finir de l'installer puisqu'on a lancé un programme de migration. Donc en fait, en rouge, c'est notre boucle principale. Donc c'est des liaisons à 10 gigabits. Donc à Mont-Saint-Aignan, on est présent, c'est à l'université sur le campus de Mont-Saint-Aignan. Au Havre, c'est pareil, c'est au niveau du campus du Havre. Avec la nouvelle version du réseau, on s'est étendu jusqu'à Caen. Donc là, on a un point de présence qui est situé à Caen, à proximité de l'université, puisqu'il y a beaucoup d'échanges, puisqu'il y a ce qu'on appelle la Normandie Université. Il y a beaucoup d'échanges entre les universités de Rouen, du Havre et de Caen. Donc il est pertinent qu'on interconnecte le réseau régional Cyrano et eux en Basse-Normandie, ça s'appelle Vickman. Donc il y a une interconnexion entre les deux réseaux. Et ça nous permet aussi de faire du secours pour notre accès à Renater, puisque Renater, comme vous voyez sur l'image, on a deux nuages. Donc on a un point de présence Renater
au Crian, c'est le point de présence pour Rouen, et à Caen, il y a aussi un point de présence. Donc si on avait un incident chez nous, on pourrait ressortir par Caen. Ensuite, si on continue dans la boucle, à Évreux, donc là on a mis une autre couleur, parce que Évreux c'est surtout un point de présence essentiellement pour le monde de la santé, puisque là on est à l'hôpital d'Évreux. Et enfin, le dernier point pour refermer la boucle, c'est Saint-Étienne-du-Rouvray, c'est au Crian. Donc ça c'est le point principal du réseau, c'est le plus important en termes de capacité d'accès et de nombre de sites raccordés. Donc en fait, les liaisons en rouge, c'est des liaisons qu'on loue à des opérateurs, parce qu'on ne peut pas être présent sur tout le territoire, c'est pas possible. Donc là, actuellement, c'est des liaisons louées chez France Télécom, donc on loue de la bande passante en fait. A contrario, dans le petit nuage rouge, c'est ce qu'on appelle intercampus, donc c'est un réseau de fibres noires. Donc fibres noires, c'est des fibres qui nous appartiennent et on gère en totalité. A contrario, une liaison louée, en fait, les opérateurs, ils nous dédient une longueur d'onde, par exemple, sur leur fibre. Donc là, sur Rouen, on a bénéficié d'une convention, d'un accord avec la Créa Transport. Donc on chemine, en fait, on a des fibres optiques qui cheminent le long des voies du métro et du TER. Donc ce qui nous permet de raccorder quelques sites sur notre réseau, donc sur l'agglomération de Rouen. Donc je peux en citer quelques-uns. Donc ça va être l'université, on est présent à Mont-Saint-Aignan avec l'université, on a l'IFA, les ITPA. Après, ensuite, on est présent sur tout ce qu'on appelle la boucle Est de Rouen, donc ça va être l'hôpital, l'hôtel de région. Et puis après, on a près du boulevard de l'Europe, là il y a le pôle régional des savoirs, l'inspection académique. Et puis après, nous, on a tout le campus de Saint-Étienne-du-Rouvray. Donc les sites sont raccordés sur ce réseau-là et sur les points de présence. Donc ensuite, on a d'autres points de présence donc, qui sont, je dirais, moins importants, parce que ça ne fait pas partie de la boucle principale, il y a moins d'utilisateurs raccordés dessus. Donc ça va être sur le Havre, la médiathèque à Gonfreville, puisque c'est un peu particulier à Gonfreville, parce que du fait qu'ils bénéficient de l'apport financier notamment de Total, en fait, eux, ils ont fibré l'ensemble de leur ville, en fait. Donc là, on a raccordé l'ensemble des écoles de la ville sur notre réseau. Et ça leur permet aussi, faire un petit aparté de pourquoi ils ont fibré, c'est parce qu'ils font de la prévention en fait des gens pour le risque industriel. Donc c'est pour ça que c'est une ville particulière. Ensuite, on est présent aussi à l'hôpital de Dieppe, voilà, et puis sur Évreux, donc à l'IUT, à l'université, et puis également, donc on raccorde l'hôpital de Vernon. Et également, on voit un nuage collecte. En fait, on a un service de collecte. C'est parce que si les sites ne peuvent pas se raccorder directement sur nos équipements, par exemple, l'université, on est chez eux, donc ils se raccordent au moyen d'une jarretière optique ou d'un fil cuivre. Mais tous les lycées-collèges, en fait, on les récupère avec notre service de collecte. Donc en fait, ils louent des liaisons France Télécom et après, France Télécom ou d'autres opérateurs, parce que maintenant, il n'y a plus que France Télécom, il y a d'autres opérateurs, en fait. Ils nous ramènent le trafic donc, sur 2 points de la région. Pour tout ce qui est département de l'Eure, en fait, on récupère les liaisons à Évreux et en Seine-Maritime, on les récupère au Crian. Donc, ce qui fait qu'en fait, tout site de la région peut se connecter, s'il est éligible à notre charte, peut se connecter sur notre réseau, en fait. Mais forcément, les débits seront moindres quand on va être en ADSL que quand on va être en fibre optique. Mais on a des collectes particulières qui nous permettent de faire bénéficier du même service qu'on soit en ADSL ou en fibre optique. Donc voilà, je pense à peu près avoir fait le tour. Donc voilà, donc après ça je l'ai représenté, je vais voir si je n'ai pas oublié. Donc oui, on a également un service d'exploitation et de maintenance 24/24, donc on a un exploitant qui est joignable 24/24 et qui doit rétablir le service en cas de problème. Enfin, on a des garanties de temps de rétablissement de 4 heures sur notre backbone. Donc là, c'était pour présenter un peu nos équipements, enfin les équipements qui composent notre réseau. Donc avant, on n'avait que du matériel Cisco et là, depuis quelques mois, on a du matériel Brockhead. Là, sur la boucle 10 Go, c'est des équipements Brockhead. Et puis au niveau Cisco, on a des commutateurs et puis on a 2 gros routeurs, mais qui vont disparaître puisque le routage sera assuré par les équipements Brockhead et on va garder des équipements Cisco dans les petits points de présence, en fait. Donc voilà, donc les services qu'on propose sur notre réseau régional, donc ça va être des services de transport Ethernet.
Donc les VLAN natifs, donc ça c'est beaucoup utilisé par, je pense à l'université de Rouen qui, eux, c'est une organisation mais qui est multisite, qui est répartie sur plusieurs villes de la région. Donc en fait, via le réseau Cyrano, on leur permet de leur transporter les VLAN au travers de Cyrano. Et également, l'autre type qui est utilisé par d'autres sites, c'est le QNQ. Donc en fait, on fait un tunnel dans un VLAN, on encapsule et on fait passer plusieurs VLAN du site, donc dans un VLAN au travers de notre réseau. Donc comme ça, ils peuvent garder leur numéro de VLAN de leur site. Parce que quand on est en VLAN natif, il faut qu'il soit en accord avec notre plan de numérotation, parce qu'on ne peut pas avoir deux fois le même VLAN, sinon on risque d'avoir des soucis. Ensuite, l'autre service qui est le plus utilisé, le service classique, ça va être le service de transport IP. Donc on fournit de la connectivité IP au site, donc IPv4 et IPv6. Et puis également, on propose tout un tas de services mutualisés, puisque c'est pas que de la connectivité IP. Cyrano, c'est aussi donc la gestion des noms de domaine. On a un service de visioconférence, également un service mutualisé pour la messagerie électronique, et puis pour le stockage de données, donc qui est beaucoup utilisé par les chercheurs, puisque leurs activités de recherche génèrent beaucoup de données. Donc voilà, donc après, j'ai redit, donc on a l'exploitation, on a une très bonne qualité de service sur notre réseau, et il est hautement disponible, et il est opérationnel 99,95% sur 12 mois. Donc on a très peu de coupures de service sur le réseau. Donc nous, le réseau régional Cyrano, donc lui-même, donc lui, il est en région et il est interconnecté à des opérateurs pour communiquer avec le monde extérieur, si je puis dire. Donc on a deux gros opérateurs, donc on est raccordé à Renater. Donc Renater, c'est le réseau national pour l'enseignement supérieur à la recherche. Donc lui, Renater, après, Renater, c'est au niveau national. Nous, Cyrano, c'est au niveau régional. Et Renater, parce que son but premier, c'est pas de fournir de l'Internet. On parle d'Internet dit de commodité. Donc lui, il est raccordé à un opérateur de transit IP pour nous permettre de joindre l'Internet mondial. Donc là, j'ai volontairement mis connectivité IP, puisqu'ils ont IPv4 et IPv6. Et ils sont également raccordés, donc un cran au-dessus de Renater, ça s'appelle Géant. Donc ça, c'est le réseau européen pour l'enseignement supérieur et la recherche. Donc ça permet aux chercheurs de communiquer avec d'autres universités en Europe. Donc en fait, on a Cyrano au niveau régional, on a Renater au niveau national et Géant au niveau européen. Et également, pour tous ceux qui ne sont pas éligibles Renater, mais qui sont éligibles à la charte Cyrano, on a Vibrisnet, qui sert également pour faire un opérateur pour la liaison Internet de secours. Et avec cet opérateur-là, on n'a que actuellement de l'IPv4 et l'Internet mondial, mais on pourra prochainement, enfin si on le souhaite, on pourra mettre IPv6 aussi avec cet opérateur. Donc voilà, donc pour la présentation du réseau régional Cyrano et puis du CRIAN pour présenter le contexte dans lequel j'évolue. Donc maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc moi, j'ai fait une présentation assez générale sans trop rentrer dans la technique, puisque je ne savais pas quel public on allait viser. Donc après, si vous avez des questions plus techniques, je pourrais y répondre. Alors pourquoi IPv6? Donc ça, c'est un bref historique. Internet Protocol version 4, donc IPv4. Donc lui, il est né au début des années 80. Au début, c'était pour des activités de recherche, et il y avait qu'une centaine de machines à connecter, donc c'était adapté aux besoins de l'époque. Ensuite, au début des années 90, il y a eu le début de l'activité commerciale, donc l'émergence d'Internet, si je puis dire. Donc il y a eu une forte croissance du nombre de machines, il y a eu de plus en plus de machines. Et donc on s'est retrouvé en situation d'urgence. Donc en 93, on n'avait plus de classe B à distribuer, donc ils ont utilisé la classe C. Et ils ont mis en place des mesures d'urgence, donc notamment le NAT, c'est la translation d'adresse. Je pense que vous savez tous ce que c'est. Donc on a une adresse publique, et puis derrière, on peut avoir plusieurs machines qui sont en adressage privé. Donc ça a permis d'économiser les adresses. Et puis la notation CIDR. Donc c'était pour pouvoir découper les classes. En fait, à partir de 93, on ne parle plus de classes ABC. Et puis, donc en 98, ils avaient prévu donc l'effondrement du réseau, mais heureusement, ça n'a pas eu lieu. Et là, récemment, donc maintenant, ça va faire 3 ans. En fait, l'AIANA, c'est eux qui gèrent qui est tout en haut de la pyramide pour gérer l'espace d'adressage IPv4. Ils ont alloué les derniers blocs allouables donc au RIA.
Donc les RIR, c'est les registres Internet régionaux. En gros, il y en a un dans chaque continent. Et le RIR européen, ça s'appelle le RIPE, RIPE. Donc en fait, l'organisme qui gère les adresses IPv4 ne peut plus en allouer donc aux registres Internet régionaux. Et eux, ils vont bientôt arriver à épuisement, donc on risque de se retrouver dans les mois, années qui viennent, avec plus d'adresses IPv4 à allouer. Donc c'est pour ça qu'il faut venir à IPv6. Et c'est déjà le cas, je me rappelle plus dans lequel continent, mais je crois que c'est en Afrique où justement ils ont plus, ou en Océanie où ils ont plus d'adresses IPv4 à allouer aux opérateurs. Puisqu'en fait c'est l'IANA, les RIR c'est au niveau continent, puis après c'est ce qu'on appelle les LIR, donc c'est les opérateurs, et les opérateurs allouent les adresses aux clients finaux. Donc voilà, donc pourquoi une nouvelle version? C'est pour pallier aux limites d'IPv4 qu'on a vu précédemment. Donc il n'est plus adapté aux besoins de l'époque. L'un des points faibles, donc c'est le faible nombre d'adresses, c'est quelques milliards, 4 milliards. Et puis on utilise aussi énormément le NAT, et ça altère un des principes fondamentaux d'IP, le principe de bout en bout. Donc pour pouvoir utiliser certains services comme la visioconférence, on est obligé de passer par des relais pour contourner les problèmes liés au NAT. Donc le manque d'adresse IPv4, et puis après, ça c'est un contexte un peu, j'appelle ça la partie géopolitique de la chose, c'est la répartition inégale du nombre d'adresses IPv4, puisque si je me rappelle bien les stats, c'est les États-Unis, donc le continent nord-américain, il dispose de 70 à 75% de l'espace d'adressage V4. Je crois que ça va être 20% pour l'Europe, et puis le reste pour l'Afrique, et puis surtout l'Asie qui a besoin de beaucoup d'adresses. Donc c'est pour ça que les Chinois, enfin tout ce qui est Asie, ils ont poussé à l'utilisation d'IPv6, et du coup les Américains qui avaient une position dominante avec V4, il a fallu aussi qu'ils viennent dedans, sinon ils auraient pu se retrouver d'un côté en V4, puis tout le reste du monde aurait fait sa sauce en IPv6, donc ce qui a fait aussi qu'ils sont venus à IPv6 parce qu'ils ne voulaient pas rester dans leur coin. Donc ça c'est un peu le côté géopolitique de la chose. Donc il y a aussi la croissance, ce qu'on a dit tout à l'heure, vertigineuse de l'Internet. Donc là j'avais fait des stats, j'avais trouvé des stats sur Internet. Donc ça c'est les entrées dans les tables de routage des routeurs du cœur de l'Internet. Donc il y a 10 ans on était à 100 000 entrées, et puis il y a un an on était à presque 500 000. Donc là je pense qu'aujourd'hui ça a dû encore grimper. Donc tout ça fait qu'il y a eu besoin de mettre en place un nouveau protocole. Donc quelques nouveautés, donc là j'ai fait un résumé des principaux points forts d'IPv6. Donc là le premier qui vient à l'esprit, ça va être l'adressage. Donc l'adresse IPv6 elle est codée sur 128 bits et non 32 comme l'était IPv4. Et là on note les adresses en utilisant la notation hexadécimale. Donc ce qui fait énormément d'adresses au mètre carré, donc on ne risque pas a priori de se retrouver en pénurie d'adresses. Surtout qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'objets qui sont communicants, parce que tous les smartphones, les PDA, et même dans le cadre de la domotique, on va pouvoir faire la machine à café, le réfrigérateur, enfin on va pouvoir gérer tout un tas d'objets, même si on a de plus en plus d'objets communicants. Enfin je pense qu'avec le chiffre au mètre carré, on devrait quand même s'en sortir sur les prochaines décennies à venir. Et donc il a été aussi conçu pour hiérarchiser le protocole. Donc après je vais vous montrer la différence sur, je crois, le transparent d'après, sur une adresse V4, comment on l'a construit, une adresse V6, comment elle est construite. On a une meilleure gestion du multicast. Au niveau autoconfiguration, donc ça c'est une des nouveautés d'IPv6, en fait les routeurs, ils annoncent un préfixe. La machine, elle va calculer son identifiant d'interface, et avec les informations, elle va automatiquement construire son adresse IPv6 sans que l'utilisateur n'ait rien à faire. Donc ça c'est un plus quand on a un grand nombre de machines à adresser, et surtout si on veut renuméroter, donc c'est changer l'adressage de son réseau, puisqu'il suffit de changer les paramètres au niveau du routeur, lui va envoyer les informations et les machines vont automatiquement donc changer leur adresse IP et être dans le bon plan d'adressage, puisqu'on peut jouer aussi sur des durées de vie de validité d'une adresse. C'est comme ça qu'on fait si on veut changer l'adresse de ces machines. Puisqu'en fait, une des grosses différences avec IPv6 par rapport à IPv4, c'est qu'on peut avoir plusieurs adresses IP sur une interface réseau
alors qu'avec IPv4, on pouvait en avoir qu'une seule. Donc, au niveau du routage, IPv6 s'est construit de manière hiérarchique, donc ça permet d'optimiser le routage par rapport à ce qu'on faisait en IPv4. Donc voilà, donc là j'ai mis en lumière donc, deux adresses. Donc en haut l'adresse IPv4, donc j'ai pris un exemple. Donc l'adresse IPv4, donc elle est décomposée, on la décompose en deux parties. Donc la première partie c'est la partie ce qu'on appelle le réseau et derrière c'est la partie haute. Et donc les deux forment l'adresse. Donc la partie réseau, moi c'est ce qu'on appelle plutôt la topologie publique puisque c'est ce qui est affecté au site. Et après la partie haute, c'est plus géré par le site en fait. Donc en IPv6, on va voir que c'est un peu plus simple, plus souple je dirais. Puisqu'en fait l'opérateur il va allouer donc la topologie publique, il va nous allouer un préfixe et après nous après on pourra choisir de découper son réseau en différents subnets et après donc la machine soit ça sera fixe ou elle le calculera elle-même, il y aura un identifiant d'interface. Donc c'est pour ça qu'au niveau hiérarchique c'est plus simple puisqu'on aura annoncé sur l'internet mondial uniquement son préfixe donc ce qui est dans la topologie publique. Donc ça raccourcit les entrées dans les tables de routage de fait. Donc vous pouvez remarquer que l'adresse IPv6 elle se note donc de manière hexadécimale et on la sépare par 2 points. Donc par exemple moi j'ai pris sur mon exemple mon préfixe global qui m'a été alloué si on peut dire par mon opérateur, c'est les 3 premiers membres de chiffre, donc ça va de 2001 DB8 7401, donc ça c'est ce que mon opérateur m'a délégué et après moi j'ai choisi donc souvent c'est ce qu'il délègue sur 48 bits si je ne m'abuse. Donc il nous délègue un préfixe sur 48 bits et après il nous reste 16 bits pour faire nos différents réseaux. Donc là moi c'est mon 201 et l'identifiant d'interface c'est codé sur 64 bits habituellement. Donc ça c'est un peu des conventions. On a un préfixe qui est alloué sur Renater, ça se passe comme ça, on a 48 bits, nous on se garde 16 bits pour faire des sous-réseaux, et après on numérote nos machines sur 64 bits. Donc ce qui fait en tout l'adresse 128 bits. Et pourquoi, vous allez sûrement me poser la question, pourquoi j'ai mis 2.2 points, parce qu'on peut simplifier l'adresse IPv6, 2.2 points, c'est parce que c'est une suite de 0 en fait. Donc voilà. Donc IPv6 c'est maintenant. Alors quelques informations diverses. Donc Free, que tout le monde connaît, lui propose à ses clients depuis fin 2007 l'IPv6. On avait vu avec un collègue que SFR, eux, s'étaient lancés en 2012. Donc normalement les clients SFR et Free peuvent disposer chez eux d'une connexion IPv6. Et plusieurs opérateurs donc utilisent, c'est une technique 6RD, donc ça veut dire Rapid Deployment. Donc ça c'est une technique qui est utilisée par les opérateurs pour proposer IPv6 à leurs clients. Donc en fait, ça leur permet, parce qu'on va pas, c'est pas évident de ne pas rentrer dans les détails, 6RD, ça leur permet en fait de proposer de l'IPv6 natif à leurs clients. Et en fait, ils utilisaient ce mécanisme-là parce que leur réseau, surtout chez Free, le principal problème, c'était les DSLAM qui ne savaient pas parler IPv4, donc ils encapsulaient le trafic IPv6 dans un tunnel IPv4. Et donc ça, c'est beaucoup utilisé par les opérateurs, et notamment SFR, je crois, l'utilise aussi, puis il y a un opérateur suisse, Swisscom, et d'autres aux États-Unis et au Japon qui l'utilisent aussi. Ensuite, les OS des smartphones, donc Android et iOS, donc les deux principaux, je pense que Windows Phone, puisque le système Windows l'est, je pense qu'ils doivent être aussi IPv6. Donc les registres Internet européens, donc ceux qui gèrent l'allocation d'adresses au niveau des opérateurs Internet sont en hausse, donc il y a de plus en plus de demandes, donc on voit bien que IPv6 émerge et c'est de plus en plus réclamé par les opérateurs. Et puis au niveau des jeux, il y a même des jeux, donc World of Warcraft, qui supportent également IPv6, donc les jeux en ligne. Donc on voit qu'IPv6 ça pousse et ça dans tous les domaines, que ce soit auprès des opérateurs, même les jeux et puis les différents objets communicants. Alors les deux événements mondiaux majeurs, donc ça remonte déjà à 2 ans. Donc c'était le World IPv6 c'était un test grandeur nature, c'était les grandes entreprises qui sont liées au monde des réseaux et au monde de l'internet qui avaient décidé sur une journée d'activer IPv6 et ensuite de faire un bilan et un retour.
Donc il y a eu différentes statistiques. Il y a un point d'échange allemand, il a doublé son trafic. Google, puisque Google est V6, son trafic a été multiplié par 2 au niveau de V6 et puis voire 10 pour les clients Android. Et puis d'autres comme SFR a profité de cette journée pour mener des tests. Donc comme ils ont vu que ça avait bien fonctionné, un an après, donc le 6 juin 2012, donc c'était la suite du premier événement mondial. Donc là, ils ont remis IPv6 sur principalement sur leur site web, mais depuis, ils l'ont laissé activer en fait. Donc voilà, donc, les principaux, moi que je connais, ça va être les équipements anti-réseau, Cisco, Brocade, Facebook, je crois, mais Twitter n'y était pas, parce que moi, comme j'ai la connectivité IPv6, on s'est amusé avec un collègue à tester des sites qui nous passaient par l'esprit, puis on avait vérifié, donc il y en a quand même de plus en plus, alors que moi, quand j'ai commencé IPv6, c'était vraiment réduit, c'était pas évident de tester, à part 2-3 sites, alors qu'aujourd'hui, il y en a quand même de plus en plus. Donc nous, au niveau de Cyrano, ça fait depuis une dizaine d'années qu'on utilise IPv6 en fait. Donc il est apparu en 2003, donc nous on s'est raccordé au service IPv6 de Renater et donc on a fait une demande en fait, puisque nous notre opérateur c'est Renater, donc on lui a fait une demande de préfixe pour le site client et pour le site Cyrano, pour le réseau régional. Et donc depuis, il faut faire un travail continu donc, pour intégrer V6 dans l'ensemble des services du réseau et des services applicatifs, puisque au début quand on a commencé, il y avait peu de choses qui étaient compatibles avec IPv6 et maintenant quasiment tous les services le sont ou sont en passe de l'être. Voilà, donc après c'est des techniques MPLS 6PE et 6VPE, donc ça c'est des techniques de routage, donc c'est tout ce qui est au niveau des VPN MPLS. Donc aujourd'hui on peut proposer le service de bout en bout, alors qu'il y a quelques années on savait faire que des MPLS VPN V4 et pas de MPLS VPN V6, alors qu'aujourd'hui c'est intégré dans les routeurs. Donc je ne sais pas après si ça vous parle, après je pourrais réexpliquer ce que c'est le MPLS VPN. Et après donc il a fallu aussi adapter nos outils de supervision et de management. Et puis donc comme je disais, les solutions de constructeurs intègrent de plus en plus IPv6. Le dernier c'était récemment cet été, on a mis à jour notre solution de visioconférence pour justement finir qu'elle soit totalement compatible IPv6. Donc au niveau de Cyrano, de l'exploitation, tous nos équipements ils sont en adressage qu'on dit double pile, c'est qu'ils ont une adresse IPv4 et une adresse IPv6. Et donc nous, depuis le client, quand on se connecte sur nos équipements pour faire de l'administration, de l'exploitation, on s'y connecte en IPv6. Donc du coup, ça nous oblige à gérer des restrictions d'accès. Nous, on a choisi de mettre les mêmes parce que c'est plus simple. Donc il ne faut pas oublier de sécuriser aussi les accès au niveau IPv6. Donc nous, on fait la même chose, que ce soit en V4 ou en V6, c'est la même politique, mais il y en a deux. Et puis également, tout ce qui est supervision métrologie, donc c'est proche d'IPv4, on se rapproche de plus en plus pour avoir les mêmes fonctionnalités, mais ce n'est pas encore totalement égal, donc on a encore quelques difficultés pour superviser tout ce qui est IPv6, notamment dans les MIB et SNMP, pour récupérer les informations. Donc au niveau des services qu'on propose aux utilisateurs qui sont IPv6, donc c'est au niveau du DNS, donc les zones qu'on héberge, nos DNS sont accessibles en IPv4, en IPv6, et puis on gère des enregistrements IPv6 dans les zones. Nos serveurs web d'hébergement mutualisés sont accessibles en V4 et en V6. Tout ce qui est messagerie électronique, donc c'est pareil, c'est accessible en V4, en V6. La visioconférence. Donc on a une solution complète de visioconférence, donc que ce soit le pont qui héberge les différentes salles virtuelles, mais également les clients qu'on peut installer sur nos ordinateurs, puisque si on n'a pas de matériel de visioconférence, on met un logiciel, on transforme son ordinateur en station de visioconférence, et tout ça, ça communique en IPv6. Et également, on a notre cluster de stockage pour tout ce qui est recherche, donc on peut y accéder aussi en IPv6 pour faire des transferts de données et déposer ces données. Donc on voit qu'IPv6 est présent sur un large panel de services, quasiment sur tous nos services qu'on propose aux utilisateurs de notre réseau. Donc après quelques retours d'expérience, donc tant au niveau Cyrano, donc le réseau régional, et au niveau du client, donc qui lui est un site du réseau régional, mais bon, on est un petit site puisqu'on n'est que 11 personnes, comparé à l'université ou aux universités où il y a plusieurs milliers d'utilisateurs.
Donc au niveau de Cyrano, on a fait nos graphes avec notre logiciel de métrologie, de volumétrie. Donc là, nous, on utilise Cacti. Et donc on voit que on a un trafic IPv6 qui est très limité. Ça représente environ 1 à 3% de notre trafic global. Donc on sait que c'est principalement lié à des activités de synchronisation, de transfert de fichiers, puisqu'on héberge au niveau du client, on est miroir officiel pour la distribution Ubuntu. Donc on suppose que à travers le monde, ceux qui ont une connectivité IPv6 viennent mettre à jour leur système en utilisant notre connectivité IPv6. C'est pour ça qu'on a on a certains pics là, dans la journée, voire la nuit, pour le trafic IPv6. Ensuite, on a peu d'établissements qui sont raccordés aujourd'hui en IPv6 sur notre réseau. Donc on a 6 établissements qui ont fait des demandes de préfixe, mais il y en a réellement 3 qui l'utilisent. Et à part nous, où on l'a vraiment déployé en masse partout, parce qu'on a un petit site, c'est plus facile à gérer. Je sais que mes collègues de l'Université du Havre, ils l'ont mis uniquement sur quelques serveurs, notamment leur serveur web. Donc vu qu'il y a peu d'utilisateurs, ça explique le fait qu'il y ait peu de trafic également. Donc nous, notre problématique est aussi la même, puisque nous, comme on est un outil comment dirais-je, pour les utilisateurs de Cyrano. Donc vu qu'ils sont peu en IPv6, forcément notre volumétrie échangée va également s'en ressentir, puisque on pense que l'activité principale, de toute façon générée sur IPv6, ça vient du monde extérieur en fait. Donc principalement pour tout ce qui est activité web et FTP. Donc le déploiement d'IPv6, donc nous on a utilisé la technique de la double pile, donc nous on dit que c'est relativement simple à mettre en place. Donc double pile, pourquoi on dit ça? Parce qu'on dit qu'une machine qui a une double pile, elle a une adresse IPv4, une adresse IPv6. Donc en fait, la topologie du réseau va être la même, que ce soit en V4 et en V6. Donc on utilise le même réseau physique, mais il y aura 2 réseaux logiques. Donc on aura un réseau V4 et un réseau V6. Donc nous on a choisi de gérer, mais on pourrait faire différemment, mais 2 politiques de sécurité, puisqu'on est obligé d'en avoir une pour V4, une pour V6, et on applique les mêmes règles de filtrage pour les 2 protocoles. Donc maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus de difficultés réelles majeures pour le déploiement sur les serveurs et sur les postes de travail, puisque maintenant IPv6 est présent sur les différents OS, donc les 3 plus connus, enfin Linux, macOS et Windows. Donc par défaut, la pile IPv6 est présente, elle est activée, alors qu'il y a quelques années, il fallait, notamment sous Linux, lancer le module, et sous Windows, il fallait installer le protocole IPv6, donc maintenant il n'y a plus de réel frein. Et au niveau de tout ce qui est serveur applicatif, en fait, dès qu'on installe, donc moi j'ai plus l'expérience sous Linux, des paquets sous Linux, il est compilé par défaut avec IPv6, les instructions sont mises, il n'y a plus qu'à... Il suffit de mettre une adresse V6 sur son serveur et puis le service est accessible en V6. Il n'y a plus besoin d'activer dans les fichiers de configuration une ligne pour lui dire d'écouter en IPv6. Par défaut, ça écoute en IPv6, donc c'est relativement simple à mettre en œuvre en fait, de rajouter IPv6 et on rajoute le paramétrage du serveur en IPv6 et après, je dirais, ça roule, quoi. C'est assez simple. C'est beaucoup plus simple qu'il y a une dizaine d'années où c'était compliqué, il y avait de la configuration à faire. Donc après, là, c'est pour vous montrer une petite illustration comment ça se passe quand, par exemple, j'ai ma machine qui a les 2 adresses qui est double pile. Donc les applications qui sont capables de gérer les 2 protocoles, en fait, on va faire par exemple, si je vais sur un site internet, j'utilise mon Firefox, je mets 3W, par exemple, client.fr. En fait, le Firefox va faire 2 requêtes DNS. Il va demander s'il y a une adresse V6, s'il y a une adresse V4. Et s'il voit que j'ai une adresse V6 et que j'ai la connectivité V6, il va établir la liaison en utilisant le protocole IPv6. Donc tout ça, c'est transparent pour l'utilisateur. Donc là, c'est ce qu'on disait, le mécanisme API-able, ça permet en fait, ça a été rajouté par la suite, donc c'est intégré dans les navigateurs, ça permet, en fait, c'est un mécanisme qui vérifie et qui s'assure qu'il y a bien une connectivité V6 de bout en bout. Puisqu'il se pouvait, avec les mécanismes de transition, en fait, qu'il y ait une adresse V6 qui soit générée sur le poste de travail de la personne, mais qu'elle n'ait pas réellement de connectivité IPv6 derrière. Donc si l'ordinateur récupérait une adresse V6, il tentait d'y accéder et du coup, en fait, il fallait attendre le timeout pour que la personne puisse accéder au site internet pour consulter les données. Et donc c'était perturbant, c'était gênant pour les utilisateurs. Donc
il y a eu récemment ce mécanisme qui a été créé pour vérifier que la personne a bien de bout en bout une connectivité IPv6. Donc ensuite, au niveau du client, là moi j'ai mis un peu tout ce qu'on fait, enfin sans forcément, surtout mes collègues sans s'en rendre compte, donc tous les services qu'on utilise couramment. Donc quand on envoie un courrier électronique, notre client mail communique en IPv6 avec le serveur de courrier électronique. Pareil, quand on va interroger notre boîte aux lettres, c'est en IPv6. Et quand on échange du courrier, par exemple avec Renater, c'est en IPv6. Ensuite, pour se connecter sur l'ensemble de nos serveurs, on les administre en SSH, là encore on utilise IPv6. Des serveurs web internes à l'entreprise, tout ce qui est pour l'administration interne, de la documentation ou autre, c'est pareil, on l'accède en IPv6. Quand on fait de la visioconférence ou qu'on aide les gens à faire des tests du maquettage, on est encore en IPv6. L'administration de nos équipements réseau du site, ça se fait toujours en IPv6. Même l'impression des documents, on le fait aussi en IPv6. Et puis également les transferts de données. Donc on fait quasiment tout en IPv6 aujourd'hui. Il n'y a que la téléphonie sur IP qu'on ne fait pas sur IPv6 encore, pour le moment, parce que ça va également venir. Donc enfin, un dernier point, c'était sur la formation sur IPv6. Donc il faut se former, en fait, sensibiliser les utilisateurs, les équipes techniques des sites, en fait. Donc nous, on a proposé depuis une dizaine d'années des formations sur le thème d'IPv6 aux clients. Et puis récemment, on s'est associé donc avec Renater pour mutualiser nos compétences, nos connaissances, pour proposer des formations. Donc c'est des formations qui se déroulent sur 3 jours et le but c'est de faire des retours d'expérience, d'expliquer comment nous on a migré vers IPv6 et puis de faire manipuler les utilisateurs, donc afin qu'ils puissent retourner dans leur site ou entreprise et puis qu'ils aient l'envie, les bases déjà pour débuter, pour déployer IPv6 au niveau de leur site et puis pour mettre en place ça au sein de leur université ou de leur entreprise. Donc après, si ça vous intéresse, vous pourriez toujours regarder sur le site de Renater ou du client, il y aura prochainement des nouvelles sessions de formation. Donc voilà. Merci pour votre attention, puis je vais essayer de répondre aux questions parce que j'ai entendu dire que je pense qu'il y aura quelques questions parce que je n'ai pas fait un truc technique. Merci. Attention au micro. Ouais. Est-ce qu'on a des retours au niveau de tous les aspects sécurité de l'IPv6 ? Parce qu'en IPv4, maintenant, vieux comme il est, on commence à connaître tout un tas de techniques, comme l'IP-spoofing, toutes ces techniques-là d'attaque. Est-ce qu'on a déjà des retours sur l'IPv6 ? Est-ce qu'il est plus résistant ? Est-ce qu'on a toute une batterie d'équipements ou de logiciels qui permettent en fait de vraiment le sécuriser ? De toute façon, tout ce qui est firewall, ils sont compatibles avec le protocole. Enfin, nous, au client, on n'utilise pas ce genre de technique pour se protéger. Enfin, on utilise des access lists. Donc moi, j'ai peu de retour d'expérience personnellement sur ça, mais pour en avoir parlé avec d'autres sites, donc les firewalls, ils utilisent, comme ce qu'ils font en IPv4. Et puis il y a d'autres aussi techniques d'attaque, mais qui sont propres à IPv6. Puisque comme il y a des nouveaux protocoles d'échange en fait, pour diffuser de l'information, c'est spécifique à IPv6. Donc il y en a qui, les attaques classiques du man on the middle, des paquets corrompus, des dénis de service, etc. Donc les groupes à l'IETF recherchent des solutions pour sécuriser ce qui existe déjà. C'est vrai que c'est pas forcément simple. De toute façon, rajouter un réseau réintroduit des problèmes, si je puis dire. Il faut bien s'assurer de la sécurité sur le nouveau réseau. Mais il y a des différences, donc forcément des nouveautés, donc il faut s'adapter. On a beaucoup parlé d'IPv6 en termes de mobilité également, sur le fait que ça facilitait énormément la
chose et que ça pouvait apporter aussi des services supplémentaires, notamment pour tout l'aspect VPN et choses comme ça. Est-ce que vous avez approché ce domaine-là? Oui, en fait, moi je l'ai maquetté il y a quelques années, mais c'est peu développé. En fait, c'est pas forcément évident à déployer, à mettre en place. Et c'est vrai qu'ils ont ils ont amélioré le concept et pour que la personne qui se déplace d'entreprise en entreprise soit plus joignable. Mais c'est vrai c'est encore assez, je dirais, assez abstrait et peu concret. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on l'ait anticipé et qu'on ait conçu la mobilité de telle personne passant de tel site à tel site à tel site? Non, en fait, pour c'est des arriver- mécanismes automatiques. En fait, quand on se déplace d'un site à un site, en fait, si on installe la mobilité, en fait, on envoie des informations pour dire où on se situe, en fait. Et après, en fait, ça permet de joindre directement la station mobile en utilisant son adresse comme si elle était au sein de son entreprise, en fait. D'accord. Mais c'est vrai que c'est pas. Moi, j'avais fait des maquettes, c'est pas évident à mettre en place. Et pour le moment, moi, je dirais que de ce que j'en ai comme information, c'est très peu utilisé.